Inertie et résistance. Inertie et résistance. L'inertie est souvent considérée par celle ou celui qui la traverse comme quelque chose de passif, une sorte d'empêchement, comme l'ennui, la tristesse, et même de temps en temps certaines joies inexplicables. La résistance est une caractéristique de l'inertie, mais elle ne la définit pas dans sa totalité. La résistance est un principe actif, alors que l'inertie était plutôt passive. Bonjour, c'est Patrick. Bienvenue dans cette 6e émission de l'atelier Libre Expression. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de résistance. On a du mal parfois à définir les limites entre l'inertie et la résistance. Ce sont des forces en présence qui paraissent n'exister que liées l'une à l'autre. Parfois, la résistance s'émancipe de l'inertie en s'appuyant sur des objets extérieurs. On résiste contre, pour ne pas se laisser envahir, submerger, dominé par quelqu'un ou quelque chose. Le mot de résistance déclenche des images de résistants à l'occupation durant la Seconde Guerre mondiale. C'est assez étonnant comme certains mots finissent par devenir des symboles qui paraissent si prolifiques par les images qu'ils déclenchent qu'ils dépassent le simple cadre laconique de leur définition. La résistance, c'est Jean Moulin pour moi avant toute chose, contre l'occupation nazie. Ce qui est probablement une erreur, mais une erreur à laquelle je tiens. L'occupation nazie, d'ailleurs, est devenue une sorte de symbole dans lequel je retrouve plus ou moins tout ce que je déteste et à quoi je me suis opposé d'abord passivement, par l'inertie, puis de façon plus consciente, plus active, avec le temps, par l'entremise de la résistance. Cet affrontement est donc avant tout un affrontement de symboles, d'images, de pensées qui nourrissent les protagonistes symboliques de l'événement, résister à ou résister contre. J'ai résisté à beaucoup d'injonctions provenant de ce que j'appelle l'extérieur, mais qui n'est rien d'autre qu'une projection d'une lutte intérieure créée par l'attrait des mots, qui générera des symboles par la suite. Tout un travail de prise de conscience par la suite consistera à revisiter ce que j'ai appelé cet extérieur, pour effectuer une vérification de ce quelque chose dont j'ai eu l'intuition sans doute dès ma petite enfance. Il s'agit de la notion de séparation, d'être séparé, que j'ai certainement eu du mal à encaisser. La séparation d'avec la mère à la naissance, puis l'isolement en couveuse. Il est évident que je n'ai pas cessé de rejouer dans ma vie d'enfant, d'adolescent, d'adulte, ce mécanisme de la séparation. Car il résume un autre mécanisme compliqué qui se joue entre espoir et déception. L'espoir de retrouver l'unité, la déception de la voir toujours s'évanouir. On peut se plaindre évidemment de ce mécanisme, ou même se réjouir de le découvrir. Ça ne change pas grand-chose à la donne. Tout s'effectue à un niveau inconscient, bien sûr, et il suffit d'un seul moment d'inattention, d'inadvertance, pour qu'il réapparaisse à l'instant même où on pensait l'avoir résolu. Du coup, c'est donc qu'il masque encore quelque chose de plus mystérieux qui résiste en nous à une définition trop simple, trop rapide, qui résiste à cette notion de soulagement, de satisfaction que l'on peut éprouver lorsqu'on croit avoir effectué un pas de géant. Quelque chose en nous résiste à ce soulagement. C'est une exigence que je rapproche de l'exigence face à l'œuvre en tant qu'artiste. Ce quelque chose qui résiste à tout ce que l'on peut penser de la toile, en ce qui me concerne, puisque je suis peintre. À un moment, on pourrait l'attribuer naïvement à la toile, au tableau lui-même. Et c'est une bonne chose de construire aussi ce genre d'histoire, si cela permet d'articuler plus clairement ce qui est en train de se produire dans l'acte créatif. Alors oui, l'imagination, l'inventivité ont leur rôle pleinement à jouer,
et il ne faut pas s'en défendre. J'ai même écrit quelques textes dans lesquels le peintre dialogue avec sa toile. Mais à chacun de ces textes, je n'ai pas trouvé d'autre chute possible que l'acceptation du silence. Non comme quelque chose de mutique, un silence qui résisterait à toute interprétation de façon véhémente, non. Plutôt un silence ressemblant à une ouverture, une trouée permettant de voir plus loin. Dans ce cas, le travail de l'artiste, le travail du peintre, est de résister suffisamment longtemps pour que ce silence arrive sur la toile. C'est-à-dire qu'il ne tente pas de se sortir du tableau par une pirouette, par une pensée et même par une idée, c'est-à-dire en décidant soudain d'un sens qui attirerait comme un papier tue-mouche une certaine espèce de silence. Un silence séduisant, pour résumer. Cela demande une attention soutenue là aussi pour pouvoir peindre entre les pensées, entre les concepts, entre les idées et entre les émotions elles-mêmes. Pour peindre ainsi, il me semble que le mot qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est le vide. Il faut que le vide restitue le silence. Non pas un silence que décide le peintre avec sa conscience étriquée, non. Un silence qui saute par-dessus le peintre provenant d'un vide interne. Paul Klee avait résumé cela avec la couleur, en parlant du gris. Il avait dit « il faut que le point gris saute par-dessus lui-même ». C'est exactement cela. Cela a l'air d'une approche très intellectuelle de la peinture. Mais ce qui est intellectuel, c'est surtout ce que j'en dis moi, par l'entreprise de la pensée et de la parole, qui tente de mettre un peu d'ordre dans tout ça. Lorsque je peins, je ne pense pas à tout cela. Je suis dans l'instant et je résiste. Je le sais désormais. Je n'ai pas autre chose à faire que de résister. À la facilité, à l'engouement, à la satisfaction, à l'idée que ce soit vendable ou pas, à l'idée que ce soit beau ou pas. Au bout d'un certain entraînement, on finit par voir que ce contre quoi on résiste s'évanouit peu à peu. Il se crée un espace entre les pensées et les mots. La résistance continue, mais elle est sans objet. C'est à ce moment-là qu'elle est la meilleure. Une résistance pour rien, une résistance à tout. C'est la même chose finalement. Cette résistance qui tourne seule sur elle-même, on pourrait la symboliser par un vortex. Ensuite, je ne sais pas expliquer vraiment comment le silence s'échappe de ce vortex. Et surtout ce qui lui fait prendre sous mes yeux et à mon oreille une certaine couleur, une certaine intensité, une qualité. Je ne sais pas qui en moi reçoit tout cela et est en mesure de l'apprécier, mais ça match, c'est cela l'essentiel. Quelque chose est validé dans le silence par le silence à partir du vide. Et je ne sais pas qui valide vraiment. Est-ce important de le savoir ? Là aussi, la notion de résistance est subtile, celle de savoir s'arrêter devant certaines questions sans chercher à donner une réponse. Et il me semble que cette dernière résistance est encore autre chose de différent de tout le reste. C'est à mon avis la même résistance qui donne la forme à toute chose pour ne pas qu'elle se répande de façon disharmonieuse, exagérée, monstrueuse. C'est aussi une façon, cette résistance, de créer de l'espèce, des essences d'arbres, de plantes ou d'animaux. D'une certaine façon, cette résistance est une satisfaction dans le sens où se rapproche au plus juste, au plus près, quelque chose de l'immuable. La forme d'un rocher, la forme d'un arbre, la forme d'un signe que le peintre découvrira au fur et à mesure de sa pratique, sa facture ou son écriture, pour utiliser les mots des commissaires-priseurs. Résister, c'est parvenir à éliminer peu à peu des questions qui ne servent à rien, pour en trouver d'autres qui servent véritablement à quelque chose, pour penser juste. Ça ne veut pas dire avoir raison, penser juste. Ça veut dire penser dans sa propre fréquence. C'est juste ça, sans se soucier du qu'en dira-t-on ou de la vie générale. C'est très difficile d'emprunter un tel chemin. C'est pourquoi les vrais artistes sont rares. Ce n'est pas parce qu'ils sont plus doués que les autres, c'est parce qu'ils résistent et trouvent un chemin grâce à cette résistance. Cette voie n'est d'ailleurs pas le monopole des artistes, elle est aussi celle de certains mystiques,
Je sais que c'est un mot qui n'a pas très bonne presse de nos jours, mais je l'assume totalement. J'assume pleinement cette idée de résistance pour rejoindre le vide et exprimer le silence, autant qu'on puisse s'entraîner à le faire. Ça ne signifie pas des chefs-d'œuvre à l'appel, même si l'on rencontre soudain l'abondance. Elle est parfois plus une gêne et une occasion de dispersion. Il faut encore résister à cette dispersion, à cette prolifération possible des œuvres une fois qu'on a touché le vide et le silence. Ça ne veut pas dire moins peindre, moins créer, ou mieux créer, pas du tout. Cela veut dire résister à la notion de pouvoir qui arrive presque aussitôt avec l'abondance. Si on ne reste pas dans cette résistance, on est perdu. Le pouvoir remplace le vide, et ce qu'il produit est une cacophonie sans fin. À quoi est-elle utile cette résistance? À beaucoup de choses. Traverser une certaine illusion, certainement. À créer aussi pour certaines personnes, artistes ou pas, et peut-être pour finir, en finir aussi avec l'idée de résistance. Dans ce qu'elle exprime d'opposition souvent pour aider les individus à se réunir, à s'aimer, à s'exprimer sur cette illusion. Jusqu'à ce que celui qui la travaille comme une matière parvienne à l'ouvrir en deux. À voir que rien ne s'oppose au bout du compte. Résister alors à tout ce que l'idée de résistance provoque est un second souffle de la résistance. Voilà, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Si cette émission t'a intéressé, tu peux en trouver d'autres sur ma chaîne. Tu es libre de t'abonner et d'appuyer sur la cloche pour recevoir des notifications concernant les prochaines émissions. Bonne journée.